Donc aujourd'hui, ce dont on va vous parler pendant 1 heure, c'est effectivement d'accessibilité numérique avec Gérard de Thales et moi-même d'Atalan. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de ce sujet, de vous expliquer ce que ça représente, pourquoi c'est important, qui ça concerne, et surtout quand vous allez être concerné et vous dire effectivement je m'intéresse à l'accessibilité numérique, j'ai envie de lancer des chantiers sur le sujet, comment concrètement je prends ce sujet-là en question dans mes projets, comment je peux savoir que je fais des choses accessibles numériquement parlant, etc. etc. Donc il manque de couleurs sur les écrans, mais c'est pas gênant. Pour présenter rapidement, donc moi, dans un premier temps, je suis Sébastien Delorme, je suis consultant en accessibilité numérique chez Atalan. Atalan, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accessibilité numérique. On ne vend pas de produits, on ne fait pas de développement spécifique. Par contre, on accompagne. L'idée, c'est de vous accompagner, vous, des prestataires, des équipes techniques, pour les aider à prendre en compte les notions d'accessibilité du début de la chaîne de production, au moment où on pense l'idée et se dit ouais, je veux un nouveau site web pour qu'on prenne en compte l'accessibilité dès ce moment-là, jusqu'au moment où son application est en ligne, qu'elle vit, qu'on met des contenus, qu'on publie des contenus dessus, etc. etc. Donc, je travaille principalement avec le secteur privé, avec des entreprises qui sont aujourd'hui dans le secteur privé, mais aussi le secteur public. On en parlera tout à l'heure, il existe des obligations légales sur le sujet pour le secteur public. Et puis je vais laisser Gérard se présenter aussi. Oui, voilà. Alors bonjour, moi je suis Gérard Lefranc, le directeur de la mission handicap du groupe Thales. Alors, me prenez pas comme un expert en accessibilité numérique, moi je suis là simplement pour illustrer de manière pratique ce qui a été mis en œuvre avec Atalan concernant l'accessibilité numérique. Et puis je pourrais aussi vous donner quelques idées des innovations développées par le groupe en ce qui concerne tous ces problèmes d'accessibilité numérique. Voilà. Donc je me permettrai d'intervenir sur les slides que va passer mon cher collègue et expert d'Atalan. Voilà, le but c'est d'illustrer un maximum et de vous donner des cas pratiques, des retours d'expérience et surtout avec les projets qui ont été menés avec Thales. Donc rapidement, pour comprendre ce qu'est l'accessibilité numérique, dans un premier temps, c'est de rendre accessible l'information mais aussi les fonctionnalités qu'on va mettre à disposition sur un ordinateur, sur Internet, à tous, quel que soit son handicap et même au-delà du handicap, vraiment à tous les utilisateurs. Ça va toucher différents supports, le web, les sites Internet, les vidéos qu'on va publier sur Internet, les vidéos qu'on va mettre à disposition sur un ordinateur. Ça va aussi concerner les documents Word, les documents PDF, les fichiers Excel, tout ce qu'on potentiellement on peut diffuser sur un ordinateur et consulter via un ordinateur. Ça concerne aussi de l'applicatif, du logiciel, des logiciels de saisie métier, etc. etc. Ouais, l'idée qu'on voit là-dedans, c'est qu'on ne peut pas parler d'égalité des chances ou d'évolution de carrière dans une entreprise, par exemple, sans que tous les moyens qui sont mis à disposition, ils sont de plus en plus numériques, hein, les logiciels, etc., ne puissent pas être utilisés par des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap. Donc il y a un premier point important, c'est l'accessibilité numérique, c'est pas une démultiplication des supports. Si par exemple vous concevez un site web, c'est pas de proposer une version audio de ce site web, une version avec des textes en noir et blanc et agrandi de ce site web, une version braille, papier de ce site web, mais c'est vraiment d'avoir un support unique qui sera nativement accessible pour tous, quel que soit son mode de consultation. Donc l'exemple très souvent qu'on va croiser, c'est celui-ci, c'est par exemple pour un document PDF, un rapport annuel, une plaquette qu'on va imprimer, qu'on va proposer et mettre à disposition en version audio sur un CD pour une personne qui est aveugle, qu'on va imprimer en braille pour une personne qui est aveugle et qui lit le braille, qu'on va imprimer en texte en gros caractères, donc on va faire du fond noir et puis du texte blanc. Le problème, c'est qu'effectivement, plus on démultiplie, plus ça va coûter cher, plus ça va être compliqué à gérer. Si vous faites du texte agrandi, l'exemple qui est ici par exemple en jaune et noir, qui est souvent un contraste qu'on voit utilisé par les personnes malvoyantes, c'est pas forcément leur contraste idéal. On va avoir des personnes qui préfèrent lire sur fond noir, on va avoir des personnes qui vont grossir à 200% la taille du texte, à 300%, parfois juste à 10-15%. Vous avez des personnes malvoyantes qui préfèrent lire du texte qui est écrit en tout petit.
Quelqu'un qui a une vision tubulaire, par exemple, qui va avoir un champ de vision restreint, si on lui propose une version avec des textes agrandis, il se retrouve avec 3-4 lettres dans son champ de vision, et finalement, la version qui était malvoyante, qui était pour lui, elle n'est pas adaptée du tout, au contraire. Donc, l'idée, ça va vraiment être d'avoir un support, un seul, qui lui, potentiellement, sera consultable par tous. Donc l'exemple ici, c'est un site web, c'est le site interne de la mission des ressources humaines de Thales, qui est proposé avec des couleurs par défaut, avec un affichage par défaut. Mais par contre, techniquement, il est possible de grossir les caractères sur ce site web. Donc une personne qui va être malvoyante, elle va pouvoir grossir les caractères. Elle a une loupe d'écran, par exemple, des logiciels qui lui permettent de grossir. Elle va pouvoir changer les couleurs sur ce site web, donc pareil, elle a généralement un logiciel spécifique qui est installé sur sa machine qui lui permet de changer les couleurs de tous les sites web, de tous les logiciels, et malheureusement pour certains, ça fonctionne mal. On va avoir la possibilité de l'utiliser au clavier sans la souris. Quelqu'un qui a un handicap moteur, qui tremble trop, qui ne peut pas utiliser de souris, souvent on va utiliser que son clavier ou va contrôler et piloter son ordinateur par la voix. On va pouvoir, par exemple, l'utiliser avec un lecteur d'écran. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un lecteur d'écran, mais c'est des outils qu'utilisent les personnes qui sont aveugles pour vocaliser des contenus ou les restituer en braille. Donc c'est souvent quelque chose qu'on installe en plus sur sa machine et qui va vocaliser ou restituer en braille. Ce sont des plages braille avec des petits pics éphémères en plastique qui montent et qui descendent et qui vont reproduire l'écriture braille de ce qui normalement s'affiche à l'écran. Donc c'est des personnes qui sont équipées. Le problème derrière, c'est que le site web, la façon dont il a été conçu, il sera plus ou moins fonctionnel avec leurs outils. C'est un parallèle assez fort avec le bâtiment où une personne qui va être en fauteuil, les problématiques qu'elle va avoir pour accéder dans un bâtiment ne sont pas liées à son fauteuil, elles sont liées au fait que le bâtiment respecte des largeurs de portes qui sont suffisantes pour passer, au fait que le bâtiment possède un ascenseur, etc. etc. Et ce n'est pas le fait d'avoir un bâtiment à côté ou des portes spéciales pour les personnes en fauteuil, mais c'est le fait que toutes les portes du bâtiment soient suffisamment larges, par exemple, pour faire passer quelqu'un en fauteuil. Donc c'est vraiment ce similaire qu'on a sur l'accessibilité numérique, c'est est-ce qu'on a conçu suffisamment en respectant un certain nombre de standards, de règles graphiques, parfois techniques aussi, pour que tout le monde puisse utiliser le site web avec ses moyens d'accès à Internet. Je vous donnerai quelques exemples après. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter simplement, c'est que par expérience, bien sûr, on s'est lancé au départ par faire des supports qui étaient accessibles, donc pour les personnes aveugles, donc pour les personnes sourdes, etc. En se disant, au moins, on aurait répondu au cahier des charges. Et ce qu'on voit, c'est que ça coûte très cher. Ensuite, c'est très difficile à maintenir parce que dès que vous modifiez une information, il faut la changer dans les différents supports. Et le fait de travailler, comme le dit Sébastien, sur un document unique, ça semble plus cher, mais en fait, c'est qu'un effort au niveau de la spécification et de la conception. Et puis, quand vous avez à modifier des informations, toute personne a accès à ces modifications. Et il y a un gain très important au niveau des coûts. Et ça, pour les entreprises, c'est quand même à voir dès le départ. Pour vous donner quelques exemples et des illustrations de ce que je viens de dire, vous allez avoir par exemple des personnes qui vont utiliser leur ordinateur, c'est ce que je disais, avec des tablettes braille ou des synthèses vocales. Donc vous avez une photo ici d'une tablette braille. C'est quelque chose qu'on va brancher sur sa machine tout simplement et qui va soit doubler l'information de l'écran, soit se substituer complètement à l'écran. Et finalement, si sur mon écran, ici, j'ai affiché aide logiciel et matériel, tablette braille et synthèse vocale, je vais avoir exactement ce contenu qui est restitué sur la tablette. Donc on va avoir aide logiciel et matériel qui s'affiche en braille sur la tablette. On a un petit bouton à la fin, on appuie dessus et puis ça va aller lire ce qui s'affiche ensuite dans l'écran. Tablette braille et synthèse vocale. Ces personnes-là sont équipées. Elles utilisent aussi des synthèses vocales, donc c'est le remplacement de la plage braille. Finalement, on peut aussi avoir un retour vocal de ce qui s'affiche à l'écran. Donc, par exemple, ici, dans ce cas-là, si on avait à concevoir un site web et qu'on lui proposait un bouton pour le vocaliser, la personne aveugle, elle n'en a pas besoin. Elle a déjà ses outils qui lui permettent de vocaliser. L'avantage, c'est qu'elle utilise sa synthèse vocale. Elle a une voix qu'elle a l'habitude d'utiliser, avec un débit de lecture qu'elle a l'habitude d'utiliser, souvent plus élevé que le débit de lecture normal quand on parle ou quand on est dans une conversation. Donc le fait de proposer un bouton, par exemple, en cliquant sur le site qui permet de le vocaliser, pour eux, c'est pas nécessaire. Ils ont déjà les outils. Par contre, ce qu'il faut vraiment, c'est que ces outils-là puissent fonctionner avec le site web.
Dans les autres exemples, vous avez des personnes qui vont personnaliser l'affichage, qui vont changer les couleurs, qui vont grossir le texte, donc qui utilisent des logiciels spécifiques. Ici, c'est l'exemple de quelqu'un qui travaille chez EDF, qui, par défaut, voit mieux sur son écran si le contraste, c'est rouge et noir. Donc, par défaut, systématiquement, tout ce qui va afficher s'affiche en texte noir sur fond rouge. Donc, si on prend le site web qu'on avait pour démonstration tout à l'heure, ce site web sera modifié automatiquement avec ces outils. Si effectivement on ne respecte pas un certain nombre de règles, parfois on se retrouve dans des situations où pour lui, le rouge et noir ne fonctionne pas parce que pour telle et telle raison technique, le site web ne va pas arriver à changer les couleurs. Dans les autres exemples, vous avez aussi des aides qui sont matérielles pour des personnes qui auront un handicap moteur par exemple. Donc ici vous avez deux principales photos qui sont à droite un trackball. Je ne sais pas si vous savez à quoi il peut servir et ce que c'est. Le trackball, c'est une espèce de souris qui va être à l'envers. L'idée, c'est que quand on déplace son curseur sur un écran, on prend une souris, on la déplace sur la table. Ça vous demande de bouger le poignet, le coude, le bras et l'avant-bras. Le trackball, la différence, c'est qu'il est stable. Il ne bouge pas. On peut le poser sur une table. Et ce qu'on va bouger, c'est la petite boule qui est dessus. Et c'est en déplaçant cette boule qu'on va déplacer le curseur à l'écran. Si je l'utilise à la main, l'avantage, c'est que par exemple, je n'ai besoin que de mouvements de doigts pour contrôler ma souris. Quelqu'un qui aura des difficultés motrices au niveau du bras, qui peut avoir des douleurs ou des problèmes d'articulation, ça va beaucoup l'aider. Ici, l'exemple, c'est Elisabeth, c'est quelqu'un qui travaille aussi chez EDF, qui utilise au pied. Donc elle tremble beaucoup trop pour utiliser sa souris. Elle va utiliser son trackball au pied, elle est parfaitement autonome, elle peut utiliser sa souris comme tout le monde, mais au pied. En complément, elle utilise un clavier guide-doigt. Donc le clavier guide-doigt, c'est celui que vous avez à gauche, en bas. C'est un clavier tout simple avec des touches qui sont enfoncées. Donc quand elle va poser le doigt sur sa touche, l'avantage c'est que le doigt est bloqué et elle n'appuie pas sur toutes les touches qui sont autour. Si elle utilisait un clavier normal, quand elle met le doigt sur une touche, elle appuie généralement sur toutes les touches qui sont autour, son bras tremblant beaucoup trop. Donc ça, c'est du matériel qui va être installé, qui va être fonctionnel. Et ensuite, le respect de normes va faire que tout fonctionne correctement. On imagine qu'effectivement, on a un degré de précision qui est beaucoup plus faible sur un site web pour cocher une petite case à cocher qui ferait 2 mm sur 2 mm, par exemple, avec un trackball. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur certains sites, quand vous avez, par exemple, « J'accepte les conditions générales de vente », parfois, on doit cocher le petit rond qui est au plein milieu. Et puis parfois, quand vous cliquez sur la phrase « J'accepte les conditions générales de vente », ça coche aussi la case à cocher. Donc on se retrouve avec une zone de clic qui va être beaucoup plus importante. On n'a pas besoin de cliquer juste sur la petite case, mais sur l'ensemble, la case plus le texte. Ça, c'est une norme d'accessibilité, par exemple. Donc pour nous, utilisateurs de souris, si on est précis, effectivement, on s'en sort très bien. Pour Elisabeth, ça lui permet à être moins précise et à cliquer sur une surface beaucoup plus étendue. Donc c'est des petites choses que nous, on ne voit pas forcément, qui peuvent être pratiques parfois pour nous aussi, mais qu'on ne voit pas forcément. Et puis pour terminer dans les exemples, celui qui est le plus voyant et le plus frappant, c'est le besoin d'accéder à des alternatives. Imaginons quelqu'un qui est sourd, on va effectivement souvent sur le web diffuser des vidéos, des informations sonores. Donc la notion d'accessibilité, c'est aussi la notion d'alternative, mais très ponctuelle. Se dire par exemple, je vais sous-titrer mes contenus audio pour pouvoir y accéder quand on va être sourd ou malentendant. Et ce que je disais en introduction, c'est qu'au-delà du handicap, tout ce qu'on va voir et ce dont on va parler dans l'accessibilité numérique, c'est un bénéfice pour la plupart des utilisateurs, en situation de handicap ou non. Le sous-titre, par exemple, l'exemple des sous-titres. On pense souvent aux personnes sourdes, mais si on est une collectivité, par exemple, le fait de sous-titrer ces vidéos, ça peut permettre de les rendre accessibles à des personnes qui maîtrisent moins la langue française, qui pourront lire le contenu plutôt que de comprendre la version audio. Ça peut permettre, si vous êtes pour la plupart francophone, si vous avez une vidéo à regarder en anglais, vous serez probablement plus à l'aise si elle est sous-titrée, même en anglais, que si elle n'est pas sous-titrée. Donc pour nous, c'est un confort. On peut probablement s'en passer, mais ça va être un confort, par exemple, et se dire, cette vidéo sous-titrée, elle va vraiment m'aider parce que la personne qui parle, qui est américaine avec un fort accent californien, j'ai beau maîtriser l'anglais, je le comprends vraiment pas. Là, les sous-titres vont être un confort non négligeable. C'est la même chose pour le grossissement des caractères. Si vous travaillez toute la journée, toute la semaine sur votre ordinateur,
Généralement, le vendredi soir, on commence à avoir les yeux qui fatiguent, même en étant jeune. Moi, je travaille régulièrement sur l'ordinateur et à la fin de la semaine, effectivement, parfois, je ressens le besoin de grossir les caractères ou d'avoir plus de difficultés à lire un texte sur un écran, même si habituellement, le lundi, par exemple, j'y arrive plus parce que j'ai ma vue qui fatigue. Donc parfois, c'est agréable de pouvoir grossir d'un cran les caractères, de pouvoir zoomer un petit peu pour ne pas avoir à forcer sur la vue. Donc c'est un confort non négligeable. On a d'autres exemples. L'exemple des couleurs. Quand on conçoit des graphiques, par exemple, si vous avez souvent vu des camemberts avec le bleu c'est ça, le rouge c'est ça, le vert c'est ça, le bleu un peu moins plus clair, ça correspond à ça. C'est des choses qui sont extrêmement problématiques pour quelqu'un qui va être daltonien. Donc on ne pense pas forcément au handicap quand on parle de daltonisme, mais c'est quelque chose d'important. Et proposer un graphique avec 10 variantes de bleu pour distinguer la légende, c'est extrêmement problématique pour quelqu'un de daltonien. Ça va l'être si vous avez à avoir à imprimer ce document en noir et blanc, ou pour telle ou telle raison, il faut que vous l'imprimiez. Pour telle et telle raison, vous préférez le faire en noir et blanc parce que la couleur, ça coûte trop cher ou parce que vous n'avez pas d'imprimante couleur. Si votre graphique est accessible et s'il ne se base pas uniquement sur la couleur, mais par exemple aussi des formes, par exemple aussi des légendes qui vont être contextualisées, on pourra l'imprimer en noir et blanc et accéder à l'information. C'est un confort, on peut choisir de l'imprimer dans les couleurs qu'on le souhaite. Et de manière plus générale, on a une population qui est vieillissante. Le fait d'avoir des textes qui sont écrits en tout petit sur un écran avec un gris foncé sur un gris un peu plus clair, avec l'âge, on va avoir forcément plus de difficultés à le lire. On va forcément avoir et toucher un nombre de personnes plus importantes si on se préoccupe on se pose ces questions-là. Est-ce que mon texte il est suffisamment gros? Est-ce qu'il est suffisamment lisible? Je ne sais pas si jusque-là c'est clair. Si vous avez des questions, l'idée ce sera de favoriser les échanges aussi à la fin de l'intervention. Si vous avez des questions, d'en débattre ou même pendant. Donc si à tout moment j'ai quelque chose qui n'est pas très clair, si vous avez des questions, des compléments à apporter, n'hésitez pas à lever le bras. Il y a un micro qui peut circuler. Ça, vous en avez probablement entendu parler, mais comme pour le bâti, comme pour l'accessibilité au sens plus large, il existe des obligations légales dans le monde et en France. On pourra être accessible et lisible par des robots qui utilisent les personnes aveugles, mais aussi par les robots des moteurs de recherche. Et très souvent, quand un site est plus accessible, on se rend compte qu'il est plus facilement vu, plus facilement compris par des robots de moteurs de recherche. Si vous avez une image sur un site web qui n'est jamais décrit, il n'y a pas de titre, jamais on précise ce qu'il y a à l'intérieur, Google ne saura jamais ce qu'elle représente. Elle ne sera jamais indexée sur votre moteur de recherche. Si à l'inverse, cette photo elle est décrite, elle possède un petit descriptif, un texte de remplacement, ça peut être un mot. À partir de là, le robot sait ce qu'elle représente et il va pouvoir l'indexer, la positionner correctement sur les mots-clés. Et comme les chiffres sont les meilleurs porte-parole pour ce sujet-là, c'est des chiffres qui sont relativement récents. CNET en 2009 s'est dit, à partir de maintenant, CNET c'est un site américain qui publie des actualités sur le sujet informatique, qui font des tests de matériel, c'est très orienté informaticien. Ils se sont dit, on a beaucoup de vidéos sur notre site web. Ces vidéos, elles ne sont pas indexées par les moteurs de recherche puisque une bande son, un robot n'est pas capable aujourd'hui de vraiment savoir ce qu'elle porte comme information. Donc ils ont commencé à les transcrire pour les personnes sourdes, en se disant les personnes sourdes, elles auront accès à la version texte de la vidéo. Et alors il manque le délai, mais c'est en l'espace de 3 mois. En l'espace de 3 mois, CNET a constaté 30% de trafic en plus depuis Google. Juste parce qu'effectivement, du jour au lendemain, des contenus qui étaient complètement non identifiables pour des robots le devenaient, et une vidéo d'un discours de 15 minutes était devenue du texte, accessible pour des utilisateurs sourds, mais aussi accessible pour des robots qui étaient capables de savoir ce qui concrètement était présent dans la vidéo. Donc ça, c'est des chiffres assez importants, et on se rend compte que l'effort pour rendre accessible sa vidéo, si on a un retour sur investissement à calculer, il va être là. On a à peu près les mêmes chiffres avec Legal & General, qui est une boîte d'assurance britannique ou américaine, je ne sais plus, qui effectivement, quand elle a rendu son site accessible, s'est rendu compte que le trafic depuis les moteurs de recherche a augmenté de 25% et jusqu'à 50% pour certaines requêtes. C'est des chiffres qui sont assez impressionnants, mais c'est normal en fait. Un robot, il a besoin de savoir ce qui est dans une image, dans une vidéo, comme une personne aveugle ou une personne sourde.
c'est des chiffres qui sont aussi très intéressants parce que très souvent, quand on rend accessible un site web, on le modifie, on change la couleur, on le rend plus fonctionnel, on rajoute des fonctionnalités. Et du coup, c'est difficile de savoir l'impact de l'accessibilité sur le référencement. Est-ce que c'est l'accessibilité ou est-ce que c'est juste parce qu'on a une nouvelle technologie ou est-ce que c'est parce qu'on l'a codé différemment? Là, ce sont des exemples où c'est juste une modification pour les rendre accessibles. Donc c'est vraiment l'impact direct de l'accessibilité sur le référencement. Et puis au-delà de tout ça, et je pense que c'est Gérard qui en parlera le mieux, l'accessibilité c'est aussi une valeur éthique importante qui va s'inscrire dans toutes les politiques de développement durable de toutes les entreprises. C'est effectivement se préoccuper de toutes les personnes qui vont consulter l'information pour une collectivité de tous ses concitoyens, etc. etc. Oui. Alors, quand on parle de développement durable, je pense qu'il est important de remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi les entreprises parlent de développement durable ou de responsabilité d'entreprise? Alors, avant de dire le pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par là? Vous savez qu'une entreprise, dans ses cotations en bourse, parce que c'est une entreprise privée, c'est ce qui la fait vivre, c'est les actionnaires, elle a plusieurs critères. Donc on va regarder son profit, enfin différentes choses, et puis on va regarder aussi sa notation sociale. Et il y a des agences qui donnent des notes aux entreprises sur les notations sociales. Et dans ces notations sociales, on regarde différentes choses. On regarde d'abord comment l'entreprise se comporte en tant que entreprise, alors on disait citoyenne dans le temps, mais entreprise socialement responsable dans son environnement. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle doit être sur un bassin d'emploi, un bon voisin avec lesquels les autres vont pouvoir travailler et où l'environnement va venir s'échanger de manière agréable. Par exemple, l'ensemble des sites de Thales, on prête très attention à ce que quand on s'installe dans un environnement, alors ça peut être des plateaux, alors je ne vais pas dire l'Arzac parce que ça va faire ancien combattant, mais dans certaines zones, on fait attention de ne pas abîmer l'environnement, de ne pas polluer, de pouvoir retraiter des déchets, etc. Au niveau... Alors je vais en venir... On va parler aussi du niveau social. Au niveau social, qu'est-ce qui est important pour une entreprise? C'est que à la fois ses actionnaires, mais aussi ses salariés se disent « Je suis dans une entreprise qui va continuer à vivre et qui va me permettre, donc, et là on est dans ce qu'on appelle la durabilité, et va me permettre de m'épanouir et de continuer à travailler, à avoir des évolutions de carrière. » Et là, on va donc s'attacher à mettre en place des politiques de développement social, de développement professionnel qui doivent intégrer l'ensemble de la population. Donc on va retrouver des actions particulières ou qui concernent aussi les milieux défavorisés, la formation des jeunes, et puis aussi un acte, un point très important sur ce que fait une entreprise vis-à-vis des personnes handicapées, et notamment de son personnel handicapé et de l'insertion professionnelle de ces personnes handicapées. Alors, on peut croire que ça ne compte pas beaucoup, et c'est faux. Vous savez que Thales travaille dans le domaine de la défense, et il m'est arrivé depuis 2 ans de devoir décrire pour des appels d'offres internationaux sur des domaines de défense la politique du groupe Thales en termes de handicap. Donc, et dedans, on va retrouver l'accessibilité, enfin différentes choses. Pourquoi? Parce que les clients ne veulent plus travailler avec des entreprises qui ne sont pas socialement responsables. Et le handicap fait partie de ça. Donc, vous voyez, il y a un changement de la société au niveau des entreprises, mais de la société dans son ensemble pour travailler vraiment sur ce que sont toutes ces notions de développement durable. Alors, on intègre ça dans l'éthique chez Thales parce que ce qu'on demande aussi, ce que demandent les clients, c'est que les entreprises puissent continuer à vivre dans la durée et que donc on puisse être sûr que ces entreprises vont respecter des critères qui vont lui permettre
minimiser les risques et leurs risques de durabilité. Et on voit très bien dans les marchés qu'on mène que l'éthique dans les transactions, l'éthique du personnel, l'éthique vis-à-vis des fournisseurs est une des choses les plus importantes aussi. L'accessibilité, c'est la petite goutte d'eau peut-être de ce domaine de l'éthique et de la responsabilité d'entreprise, mais encore faut-il qu'elle existe parce que c'est un des éléments qui va contribuer à un ensemble. À tel point que le rapport donc de responsabilité d'entreprise, que je vous intéresse à aller regarder sur l'ensemble, il est à la fois en anglais et en français sur le site du groupe Thales, a été rendu accessible aux personnes en situation de handicap, aveugles notamment. Donc il est sous forme PDF accessible. Et moi l'intérêt que j'y ai vu, c'est qu'on n'a pas fait une version à part. Mais par contre, Thales a travaillé sur ce que doit être une entreprise, c'est-à-dire qu'on a formé les fournisseurs, alors au travers d'Atalan, qui a été notre bras armé, parce que comme on fait de la défense, notre bras armé là-dessus, mais on a formé les fournisseurs, c'est-à-dire les concepteurs de ceux qui ont conçu le document. Donc alors on précisera les graphistes, les concepteurs, les gens qui travaillent pour que les documents soient, dès le départ, balisés de telle façon qu'ils puissent être utilisés par les personnes handicapées, venant y connecter leurs éléments de compensation. Donc voilà ce qui est très important. L'image, je vais vous donner quelques exemples quand même, quelques chiffres. L'exemple, ce rapport d'entreprise, alors on peut montrer que c'est directement dû à ça, des fonds d'investissement puissants sont venus suite à l'augmentation de la note de éthique donc, et sociétale de la société, prendre 2% du capital et croyez-moi que ça fait du bien par les temps qui courent. Voilà. Donc Gérard me fait une magnifique transition pour la partie suivante. Ce qu'on vient de voir, c'est que l'accessibilité est quand même quelque chose d'incontournable. Je ne l'ai pas cité, il existe des référentiels d'accessibilité, des normes, des règles techniques, graphiques, ergonomiques qui existent dans le monde et en France. Pour en citer quelques-unes, il existe WCAG, qui est aujourd'hui le référentiel international pour l'accessibilité des contenus numériques, des contenus web. Il en existe en France, il existe le RGAA, qui est référentiel général pour l'accessibilité des administrations, qui est une annexe ou un document de l'obligation légale qui va lister justement quels sont les critères à respecter en matière d'accessibilité quand on va concevoir et publier un site public. Il existe un référentiel qui s'appelle AccessiWeb en France, qui est porté par une association depuis plusieurs années, qui va aussi lister les critères d'accessibilité à respecter, souvent selon deux niveaux. On entend parler un peu comme les indices boursiers en ce moment, ou les notes de la France de A, AA, AAA, donc ce sont des niveaux d'accessibilité. Pour AccessiWeb, c'est bronze, argent, or. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va constater, c'est qu'on a quand même un déploiement qui reste limité dans les entreprises et les organismes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ces référentiels sont aujourd'hui difficilement applicables et utilisables en l'état par les professionnels du numérique. Ce sont des documents qui sont parfois assez lourds et assez volumineux à comprendre, à lire, parfois techniques. Quand on va concevoir un site web, la première personne ou les premières personnes qui vont travailler sur le site, ce sont probablement des graphistes, ce sont probablement des personnes qui sont parfois artistes aussi, qui n'ont pas besoin de notions techniques pour concevoir un site. Et si on leur donne aujourd'hui un référentiel en l'état, ils sont noyés dans 80% d'informations qui est aujourd'hui très technique. Pourtant, il y a 20% de cette information qui ne l'est pas, qui est importante pour eux parfois, qui sont comment je choisis mes couleurs, comment je choisis mes contrastes de couleurs. C'est pas technique, mais si c'est noyé dans de l'information technique, c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Et Gérard parlait des documents PDF. Donc Thales a rendu plusieurs documents PDF accessibles. C'est la revue interne, c'est le rapport de développement social et durable. La grosse problématique au départ, c'était concrètement comment on fait. Comment je fais ? Je veux rendre mon document PDF accessible. Comment je fais ? Et à qui je m'adresse ? Donc très souvent, il existe des sociétés qui sont spécialisées sur ce sujet, qu'on va éventuellement faire intervenir pour le rendre accessible.
Le problème, c'est que c'est encore une société ce sont des sociétés spécialisées qui vont souvent intervenir en bout de chaîne aussi. On se dit, ça y est, on a fait notre document, on veut le rendre accessible. Travailler après coup, c'est toujours plus compliqué, que ce soit dans le bâti ou dans l'accessibilité numérique. On va avoir un impact financier qui est beaucoup plus lourd parce qu'on va se dire, il y a des questions qu'on pourrait se poser à la conception, qu'on ne s'est pas posées et qui maintenant rendent le tout beaucoup plus difficile à rendre compliqué. Si l'expert en accessibilité arrive sur un document et dit je peux rendre votre document accessible, mais il va falloir changer 2-3 couleurs dans le document qui a été validé, le bon à tirer a été validé, imprimé en 50 000 exemplaires, c'est problématique. Donc la grande question, ça a été de réfléchir et de voir comment on pouvait intégrer des méthodologies pour appliquer de l'accessibilité. Thales et 8 autres entreprises, dont Areva, je sais qu'il y a Christian Roux qui est dans la salle, se sont associés à un projet qui est le projet Accès PDF. Donc, ce projet, c'est un projet collaboratif qui a été lancé du constat qui est aujourd'hui, je ne sais pas, et on ne sait pas comment on peut rendre nos documents accessibles et comment on pourrait le faire à moindre coût. Ce projet a été lancé avec donc 9 entreprises partenaires et l'objectif premier a été de publier des documents méthodologiques qui vont expliquer comment rendre un document accessible. Donc c'est pas forcément destiné à la personne qui va commander ce document, mais c'est les moyens techniques, c'est de pouvoir recentrer et avoir un endroit avec des ressources où concrètement tout va être écrit. Ce ne sont pas des critères, mais c'est de la méthodologie. C'est voilà, j'ai un document, comment je le rends accessible. Donc on a produit 2 documents qui sont un premier document qu'on appelle règles PAO. Ce sont les règles de conception du document, qui est assez petit puisqu'il fait 12 pages, il est assez facile à lire. Et l'idée, c'est qu'on puisse donner ça à un graphiste en lui disant, quand tu vas faire la maquette, quand tu vas penser ton document, voici ce à quoi il faut penser. Et puis ensuite, on a un document un peu plus technique qui va être pour des maquettistes, pour des personnes qui, elles, conçoivent des documents, qui travaillent sur des logiciels spécialisés pour faire de l'impression, qui va leur expliquer comment, au fil de l'eau, ils vont pouvoir rendre accessible leur PDF. Donc l'objectif premier était de publier ces manuels et de se dire que pour prendre en compte l'accessibilité aujourd'hui, l'idéal, c'est que ce soit la personne qui conçoit le support qui soit à même de prendre en compte cette accessibilité. Donc pas une société spécialisée sur le sujet, mais que n'importe quelle agence ou une agence qui conçoit un document, elle soit elle-même capable de rendre ce document accessible. Si elle le fait au fur et à mesure qu'elle construit ce document, ce sera forcément moins cher pour elle, ça prendra forcément moins de temps pour elle que si on intervient après coup et qu'on fait intervenir une société spécialisée. Donc ce projet a été lancé avec ces entreprises. On a produit des documents méthodologiques. Ce qui est assez important, c'est que ça a été fait en mode collaboratif. Donc chaque entreprise a fait participer des professionnels, donc parfois des studios internes. Si je pense à la Société Générale, à BNP Paribas, ils ont fait intervenir leurs équipes internes, des maquettistes qui travaillent au quotidien sur la création de documents pour les former, pour qu'ils apportent leurs commentaires sur le document, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas. Pour d'autres entreprises, ça a été de faire participer des prestataires. Donc c'est le cas de Thales, entre autres, qui effectivement a demandé à la société qui lui réalise son document de ressources humaines internes de participer au groupe de travail pour qu'elle soit ensuite elle-même capable de rendre ses documents accessibles. Et ce qui est assez important, c'est qu'on a aussi inclus dans ce groupe de travail des associations, des utilisateurs, les personnes qui seront directement bénéficiaires de la conception finale. Donc on a eu l'APF, l'association l'AVH, l'association Valentin Haüy, une association Institut Nazareth et Louis Braille, qui est une association de personnes aveugles et malvoyantes au Canada, puisqu'on s'est rendu compte que ce besoin sur l'accessibilité des documents PDF, il n'était pas franco-français et la problématique, elle était vraiment, vraiment mondiale. Et des écoles. Des écoles parce que c'est aussi important d'inclure ces notions d'accessibilité auprès des personnes qui sont formées et qui demain auront comme responsabilité de prendre en compte le sujet. Les documents qu'on a écrits, qui ont été publiés, sont publiés sous une licence libre. Le but du projet, c'était de se dire, on met tout le monde autour de la table, on travaille, on produit un document, et ce document, il faut qu'il puisse servir à tout le monde. Donc si vous allez sur le site, l'URL est toute petite, mais c'est accede.info. Sur ce site web, vous pouvez récupérer ces manuels, ces documents, ils sont gratuits, librement téléchargeables. On peut les télécharger, les modifier, en faire ce qu'on veut. C'est vraiment le principe, et les transmettre à ces agences, à ces professionnels de la communication, etc. Alors c'est un slide assez lourd, mais les retours sont vraiment très très positifs. C'était un besoin
qu'on avait identifié en France. On s'est rendu compte au fil de l'eau que c'était un besoin qui était aussi existant dans d'autres pays. Le document a été traduit en anglais. On a eu des retours très positifs, notamment d'Adobe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Adobe, mais Adobe, c'est quand même initialement le fondateur du format PDF. C'est un éditeur qu'on a essayé de contacter au tout début du projet en disant on veut travailler sur l'accessibilité des PDF. Aujourd'hui, les seules ressources qui existent sont les vôtres. Malheureusement, on ne les trouve pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes puisqu'aujourd'hui, l'accessibilité n'a pas réussi à sortir du lot sur le sujet du PDF parce que vos ressources ne sont pas suffisamment complètes. Et on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse, donc on a quand même commencé à travailler sans eux. Et quand les manuels ont été sortis, ils ont été traduits en anglais, Adobe a commencé à regarder le contenu et on a eu des retours très très positifs en disant c'est vraiment un document très, très impressionnant avec un regard clair, etc. etc. Ils ont participé à la relecture de la version anglaise, puisqu'ils se sont dit finalement on va regarder ce document, et donc ils ont participé à la relecture de la version anglaise. Et depuis, ils sont preneurs et on arrive à discuter avec eux sur toutes les évolutions possibles qu'on va pouvoir faire sur le document. Donc c'est notamment en regroupant, en réunissant un certain nombre d'acteurs, parfois très influents, parfois très importants, qu'on va commencer à pouvoir faire prendre en compte aux éditeurs qu'il y a des problèmes et qu'il faut les prendre en compte. Si ce projet, on l'avait mené de front tout seul, à Talent ou n'importe quelle autre société toute seule, Adobe aurait probablement pas écouté. Là, on s'est retrouvé avec des entreprises qui sont internationales, avec des organismes, des associations dans plusieurs pays, qui effectivement ont un poids du coup réuni assez important pour au moins lancer des questions chez Adobe. Et aujourd'hui, donc, ils ont un logiciel qui permet entre autres de rendre accessibles des documents PDF, qui aujourd'hui n'est pas très idéal pour travailler. Et ils ont promis d'intégrer un certain nombre d'évolutions dans la prochaine version qui sera publiée pour rendre justement des documents PDF accessibles encore, pour le faire au moins plus facilement. Pour montrer aussi qu'il y a eu un besoin assez important, le W3C, bon, si vous connaissez pas le W3C, c'est un organisme qui élabore les standards et les normes autour du web, pas forcément liés à l'accessibilité, mais tous les standards. Donc, pour parler de choses un peu techniques, mais si vous avez entendu parler d'HTML, par exemple, qui est une technologie web, ou celle la plus connue, la plus utilisée, c'est le W3C qui l'écrit. Le W3C a référencé ces manuels dans leur référentiel d'accessibilité en disant voilà comment rendre voilà ce qu'il faut respecter pour faire un document PDF accessible, et pour savoir comment le faire, ils ont référencé parmi de la documentation d'Adobe cette documentation. C'est la seule documentation qui est référencée qui n'est pas issue d'Adobe. Donc c'est quand même un effort assez impressionnant. Et puis on a des retours du coup d'associations, d'entreprises qui sont très positifs. Aujourd'hui, du coup, beaucoup d'agences commencent à se former, à s'auto-former à l'accessibilité numérique. Et on a un certain nombre d'acteurs du numérique et de la communication qui savent, ou qui maintenant désormais savent faire des documents PDF accessibles, et ça va devenir de moins en moins difficile de trouver ce genre d'acteurs grâce à ces documents. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que ces agences, pour elles, ça a été... elles l'ont inclus dans leur offre marketing, et ça leur permet d'avoir un développement aussi par rapport à d'autres. Voilà, et pour conclure et pour terminer sur ce sujet, suite à la réussite de ce projet, nous lançons ce mois-ci un nouveau projet qui s'appelle AccèdeWeb. Un projet qui va être sur la même forme. L'objectif, c'est de réunir un certain nombre d'acteurs. Pour l'instant, 9 entreprises ont rejoint le projet. Et l'idée est de publier de la même façon des documents méthodologiques pour l'accessibilité web. Donc l'idée est de pouvoir offrir et avoir toutes les ressources nécessaires pour n'importe quel professionnel du numérique pour pouvoir mettre en œuvre l'accessibilité. Nous avons des premiers soutiens qui sont la Fédération française des aveugles, la Fédération des aveugles de France, des écoles encore. Donc là, ce sont des soutiens qui vont venir s'étoffer au fil de l'eau. Donc l'objectif de ce document, de ce projet, c'est de publier ces documents. Ce seront des documents qui seront dédiés à chaque profil, à chaque personne intervenant sur un projet web. Donc pour avoir résumé rapidement une chaîne de production d'un site web, d'abord on va concevoir graphiquement le site web, on va le réfléchir ergonomiquement, on va choisir les couleurs, on veut savoir à quoi il veut ressembler. Ensuite, c'est des parties un peu plus techniques, donc on va le développer, on va développer ce qu'on appelle des maquettes HTML, qui sont des modèles de pages techniques pour voir à quoi va ressembler le site web au final. Ensuite, on le développe, on l'intègre.
Et puis à la fin, on a un site web en ligne et surtout, on doit le faire vivre, on va publier des contenus. Donc, l'idée est de proposer des documents pour chaque personne qui intervient à ces étapes du projet, plutôt que d'avoir un seul document qui va lister toutes les règles et les bonnes pratiques d'accessibilité, c'est de le découper en plusieurs documents. Donc le premier qui sera le plus simple et le moins technique, c'est la charte accessibilité graphique et ergonomique. L'idée, c'est de pouvoir diffuser et de proposer toutes les bonnes pratiques ergonomiques, graphiques, pour savoir comment concrètement je conçois un site web accessible. En adoptant le langage et en étant par exemple pour celui-ci absolument pas technique, puisqu'à ce stade-là d'un développement de site web, le but c'est on intervient avec des interlocuteurs qui ne sont pas techniciens, qui sont graphistes, qui sont ergonomes, qui sont des responsables de communication, qu'ils aient les clés en main pour savoir comment rendre ce site web accessible à cette étape du projet. La même chose pour les étapes un peu plus techniques, où l'idée ça va être à partir du moment où on met des développeurs qui vont commencer à développer le site web, eux aussi ont une part de responsabilité à faire dans ce projet-là. Donc voici les règles que vous avez respectées quand vous développez le site web, jusqu'au bout de la chaîne, où l'idée étant d'avoir aussi un document pour des contributeurs, donc un journaliste, un responsable de communication, une personne lambda qui a le droit de publier une actualité ou un contenu sur un site web, pour que lui aussi à son échelle, quand il utilise un site web, il sache comment il doit le rendre accessible. Comment, quand il écrit son article et quand il met sa photo, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça soit accessible. Donc l'idée est de produire tous ces documents. On va avoir des mêmes choses un peu plus bas pour celui-ci un peu plus spécifique aussi sur les formats Flash. Donc ça va être, Flash est un format technique particulier sur le web. On va avoir la même chose qui est concrètement quand j'utilise cette technologie-là, qu'est-ce que je dois faire pour la rendre accessible. Ce seront des documents qui, sur le même modèle qu'Accès PDF, seront publiés sous une licence libre, donc librement téléchargeable, librement réutilisable, modifiable. On peut en faire effectivement tout ce qu'on veut. C'est vraiment l'objectif de pouvoir diffuser cette méthodologie de travail et de prise en compte de l'accessibilité au plus grand nombre pour que l'accessibilité soit encore plus aisément, plus facilement prise en compte et plus souvent. Plus accessible finalement, ouais. Et donc pour terminer, avant de vous laisser libre pour les questions, donc c'est un projet collaboratif qui a la chance de réunir un certain nombre d'acteurs très différents, des acteurs du numérique, des grandes entreprises françaises, des associations, des grandes écoles. Donc vous avez déjà vu effectivement dans les grands acteurs du numérique, Atos et Capgemini, qui sont des éditeurs, des SS2I qui elles sont dans leur métier effectivement de produire du numérique, des demandeurs, SFR, Société Générale, vont être par exemple aussi des entreprises qui vont publier énormément de contenu sur Internet. Nous avons des premiers soutiens qui sont des écoles. L'objectif est qu'ensuite ces méthodologies, la prise en compte de l'accessibilité, soit aussi quelque chose qui soit pris en compte à la formation des élèves, des étudiants. Pour l'instant, une première association, la Fédération des aveugles de France, qui soutient le projet, qui va effectivement participer au groupe de travail. Et il nous reste, c'est le lancement du projet, donc à réunir un certain nombre d'acteurs. Donc si vous-même avez des organismes ou des entreprises qui êtes intéressés par ce projet, l'idée c'est de réunir les acteurs, différents acteurs sur le groupe de travail pour produire des documents qui sont le plus opérationnels possible, le plus clairs possible. Donc on a déjà plusieurs acteurs identifiés qui devraient rejoindre le projet, des écoles, des associations, des institutionnels, comme la mairie de Paris par exemple. Et l'objectif, c'est de publier ces documents dès juin 2012. Donc en fin mai et début juin 2012, les documents seront publiés librement téléchargeables et réutilisables. Voilà, et donc du coup, on va laisser le temps aux questions si vous en avez. Il reste 15 minutes, c'est parfait. Oui, merci. Ça marche. Oui, merci. Justement, sur la dernière diapositive, vous faites un appel à candidature d'autres entreprises, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que je dois vendre, entre guillemets, à mon entreprise pour qu'elle décide de rejoindre le projet? Quel est le ticket d'entrée? Qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise pour qu'elle rejoigne le projet? Alors, sur ce projet-là, en fait, on a différents acteurs.
les entreprises sont les entreprises qui effectivement sont demandeurs de ce projet-là. Tous les autres acteurs qu'on a pour l'instant qui sont listés dessous, les associations, etc., sont des soutiens. Donc l'idée, c'est surtout en fait c'est surtout du temps à passer sur le projet. Les documents sont écrits pour l'instant avec les partenaires, donc de Air Liquide jusqu'à SPI dans les logos, avec des spécialistes de l'ergonomie, des techniciens. L'idée est d'avoir des profils qui interviennent sur les chaînes, de commencer à produire le document. Et ensuite, nous allons lancer un appel à commentaires. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, ces documents doivent être lus par des professionnels différents, des graphistes, par des associations d'utilisateurs. C'est surtout à ce stade-là aussi où on a besoin de personnes qui sont prêtes à relire les documents, envoyer des commentaires pour qu'on ait quelque chose de le plus opérationnel possible. Donc en termes de délai, si le document sont publiés en juin, les appels à commentaires seront sur mars-avril. Donc il y a effectivement ce stade de participation, de soutenir le projet. De soutenir le projet, c'est donc au-delà de participer au groupe de travail, c'est surtout de pouvoir ensuite derrière présenter ce projet, le faire diffuser en interne ou auprès de différentes entités de l'entreprise, le but étant de pouvoir appliquer et ensuite de réutiliser ces documents sur des vrais projets. Donc il n'y a pas forcément de ticket d'entrée financier, c'est pour l'instant surtout du temps. Le groupe des entreprises étant pour l'instant des partenaires, lui normalement fermé. On cherche encore en fait deux entreprises partenaires où là effectivement l'idée c'est plus de temps sur la première écriture des documents, mais qui sont déjà en fait presque finalisés. Jusqu'à présent, pour inciter au niveau des institutions, même avec l'application du RGAA qui semblerait pouvoir s'appliquer, mais vous le dites vous-même, c'est un petit peu délicat. Moi aussi, j'aurais cette démarche, comment inciter une institution, un service public qui a répondu jusqu'à présent moyennement, à le faire avec un petit peu plus de conviction. Alors certes, il y a l'article 47, bon, mais là, c'est un champ tout à fait intéressant, ces premiers documents qui peuvent être soumis aux professionnels, aux spécialistes. Vous iriez dans quelle direction pour les inciter, j'allais dire, plus violemment? Oui. Moi, je vais essayer de répondre à votre question et puis Sébastien donnera son avis. Vous savez qu'en ce moment, à l'UNESCO, il y a un cycle de conférences aujourd'hui sur la responsabilité sociale des universités et des grandes écoles. On dit, tiens, c'est eux aussi s'y mettent alors que c'était pour les entreprises. Ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, sur laquelle il faudrait passer du temps et sûrement pas dans un environnement bruyant comme ça. Ensuite, donc, c'est l'idée au-delà de l'article 47, c'est de se dire, est-ce que mon organisme, je ne sais pas ce qui c'est, est-ce que cet organisme veut encore être dans le coup ou être suiveur de ce qui se fait sur le handicap en France ou en Europe? Vous voyez, c'est un peu comme ça que je vendrai les choses. Et est-ce qu'il y a une vraie politique qui se met en place, et comment je vais la rendre visible? Et je pense que toutes ces actions-là permettent de contribuer à des projets collectifs, parce que croyez-moi que sur le handicap, on n'arrivera pas à faire tout seul. C'est fini ce temps-là. Hein. On a besoin de fédérer, de rassembler. Est-ce que votre organisme, votre secteur public veut être suiveur et appliquer les lois? Je ne vais pas dire la méthode fonctionnaire d'avant la guerre, quoi, mais où est-ce qu'elle veut, elle aussi, être force de proposition et accompagner le changement? Voilà comment je le vendrai. Bon, après, on peut parler de la technique, mais ça, je le laisse faire. On peut être initiateur, on peut aiguillonner, effectivement, mais quand on est en face des praticiens, des techniciens, souvent de très bonne qualité, qui, eux, doivent aussi obéir à une charte graphique, à des objectifs de communication. Oui. Il est difficile, n'étant pas spécialiste soi-même, d'influencer. Mais c'est vrai que cet axe, personnellement, j'y avais pensé. Mais il faut quand même un petit socle. Bon, attendez, je vais vous expliquer pour Thales. Vous savez, les services de communication dans une grande entreprise, c'est
c'est Dieu le Père. Hein. C'est bon. Et il y a des couleurs, il y a des machins, et on revient pas là-dessus. Et l'accessibilité des documents. Quand on parlait de ça, c'était vous allez créer des contraintes, on va plus pouvoir faire ce qu'on voulait, etc., etc. Eh ben, la façon de le faire, c'est d'abord de bâtir une politique, de dire la politique handicap ou ce que vous voulez d'une entreprise, elle doit être celle-là, donc voilà. Et puis de faire rencontrer les gens. Quand on a commencé à se faire rencontrer les personnes de la communication du groupe avec notamment un talent, les choses ont été beaucoup plus simples. L'agence graphique qu'on utilise est venue aussi et tout s'est mis en place tranquillement parce que parce qu'on a bien vu que ce n'était pas des contraintes supplémentaires, que c'était une autre façon de travailler, que ça allait investir pour l'avenir et que ça allait contribuer à la politique générale et que, en fin de compte, le patron serait content. Voilà. Juste effectivement, en fait, très souvent, il y a une dramatisation qui est faite sur le sujet, qui fait qu'on va avoir du mal à se lancer en se disant n'importe quel décideur, ils vont freiner des cas de fer pour aller sur le sujet de l'accessibilité parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui se cache derrière. On ne sait pas quel impact ça peut avoir sur un délai, sur la technique, sur le budget. L'avantage du document, pour citer la charte accessibilité graphique et ergonomique par exemple, c'est un document qui existe déjà, donc qui va être publié en juin et qui a déjà été testé auprès d'équipes. Et très souvent, le retour qui est fait, c'est pour des gens qui ont commencé à se pencher sur le sujet de l'accessibilité, sur le RGA, pour le citer par exemple. Quand ils lisent le document, ils se disent mais finalement, c'est pas si contraignant que ça. Finalement, je me faisais un mont incroyable de l'accessibilité, et en le lisant, on se rend compte que je ne vais pas devoir faire un site en noir et blanc, que je ne peux pas faire ma base sur ma charte graphique ou faire quelques petites adaptations. Et effectivement, c'est aussi le but qu'on veut faire, c'est en découpant vraiment par profil, c'est que se rendre compte finalement à chaque échelle, pour une direction de la communication, ce qui va être important, c'est la charte graphique. Donc finalement, en changeant quelques petites choses sur sa charte graphique, on pourra la rendre plus accessible. Mais souvent, en connaissant pas le sujet et en l'approfondissant pas vraiment, ce qu'on peut difficilement faire, parce que si on leur donne le RGA, ils vont avoir des points tellement techniques qu'effectivement, ça va leur donner des boutons. En listant clairement ce qui va les toucher sur la charte graphique, ça va dédramatiser. Et souvent, du coup, c'est plus facile ensuite parce qu'ils vont se lancer sur le sujet en disant bon, ok, s'il n'y a que ça à faire, à mon échelle, je veux bien faire l'effort. Et puis ce sera effectivement découpé comme ça. Donc c'est vraiment ce qu'on constate sur des aspects graphiques et ergonomiques, mais même après techniques, parce qu'une fois qu'on va enlever tout ce qui ne les concerne pas sur un document, on se rend compte que c'est pas grand chose, et très souvent on va se dramatiser et on n'ose pas se lancer, ou on va freiner des cas de fer parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. Merci. Je voudrais savoir l'accompagnement formation que vous organisez. Je sais pas, sur la durée, ça représente un nombre d'heures. Comment ça s'organise concrètement ? L'accompagnement, la formation qui est proposée par Atalon, c'est ça, sur l'accessibilité. Oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment variable selon les projets, les objectifs. Donc, par exemple, nous, on est organisme de formation. On peut aussi former des équipes. Les délais, généralement, les durées sont assez courtes. Si on forme un graphiste à l'accessibilité, ça se fait en une demi-journée, une journée grand maximum. Des techniciens en 2 ou 3 jours. Donc si c'est de la formation ponctuelle comme ça, effectivement, c'est sur ces délais-là. Ensuite, sur de la partie accompagnement, sur un projet, nous, quand on intervient sur le cycle de vie du projet, en fait. Donc c'est vraiment selon le cycle de vie du projet. Je ne sais pas si on imagine un projet de site web qui commence ce mois-ci avec pour objectif de publier en novembre. Voilà, l'accompagnement, il se fera de janvier à novembre. L'avantage, c'est qu'effectivement, quand on intervient au tout début, au moment où on se pose la question, on ne constate pas, nous, chez nos clients, en tout cas, de délai qui est lié à l'accessibilité. C'est pas parce qu'on va intervenir sur un projet et accompagner sur l'accessibilité qu'on va rajouter plus de mois, par exemple, et que finalement, le site, on devra le publier en janvier 2013 plutôt que novembre 2012. Par contre, si effectivement, on intervient à mi-parcours ou plutôt vers la fin, voilà, effectivement, il y a de la remise en question de ce qui aurait été fait avant. Et donc là, il va falloir prévoir des délais. Mais c'est vraiment variable selon la taille du projet, selon l'accompagnement aussi, si c'est ponctuel sur un projet, ou si l'idée c'est de réfléchir de façon un peu plus large sur se dire
comment on va prendre en compte l'accessibilité numérique sur l'ensemble de notre parc informatique, de notre système d'information. Et vous avez des exemples alors justement de travail comme ça en collaboration, mais sur un projet de refonte de site? Je sais pas, ça peut prendre combien de temps avec des équipes? Enfin, vous allez me dire, ça dépend complètement du site. Bien sûr. Pour prendre un exemple, par exemple, un projet de refonte qui est en cours d'une école, qui est l'ISAE, l'Institut supérieur pour le... J'ai perdu le A et le E. C'est Super Héros et l'ENAC. Voilà, c'est anciennement Super Héros et ENAC. Qui a voulu refondre son projet, son site web, il y a un an. Donc il y a un petit peu plus d'un an. C'est un gros projet puisqu'ils partent de loin et c'est un site web qui est très très ambitieux. Où effectivement, quand on a commencé à intervenir dès le début, dès le cahier des charges, on va commencer à passer du temps. Donc par exemple pour le cahier des charges, c'est une demi-journée de réflexion, de réunion de travail pour se dire est-ce que ça on peut le faire, est-ce que ça on veut le faire, est-ce que ça on va le faire autrement, etc. etc. Et puis ensuite c'est des réunions de travail supplémentaires avec leurs prestataires. Où l'ISAE en l'occurrence avait un prestataire pour la charte graphique qui est un indépendant et puis une société informatique un peu plus grosse pour le développement, où l'idée c'est de faire des réunions avec eux, travailler sur des bases en leur listant effectivement les points qu'il faudrait respecter pour l'accessibilité et discuter de ça avec eux, voir si pour eux à leur échelle de travail ça a un impact. Très souvent ils vont dire finalement non, ça me prendra pas plus de temps, puisqu'à partir du moment où on me dit à l'avance que cette combinaison de couleurs, je ne peux pas l'utiliser, je ne l'utilise pas et ça ne va pas me prendre plus de temps. Une réunion de travail, pareil, avec les équipes techniques, où l'idée est de lister tous les points techniques. Ce sera plutôt de l'accompagnement, ce sera effectivement de l'accompagnement comme ça. Et nous, après, quand on intervient sur des projets, au fil de l'eau, sur la chaîne du projet, on va vérifier qu'on n'a pas perdu en route de l'accessibilité pour garantir le tout. Donc c'est... En termes de temps, c'est des réunions de travail, c'est de la vérification, c'est de la validation avant un lancement, qu'on est d'accord sur tout ce qu'on va respecter en termes d'accessibilité. C'est aussi des compromis, parfois, se dire effectivement ce point-là technique, je ne peux pas le respecter pour l'accessibilité parce que soit j'en ai pas l'envie, j'en ai pas les moyens ou ça a un impact beaucoup trop fort. Oui, Sébastien, je crois qu'il faut être concret, c'est pas des millions de réunions de travail, hein. Ça a pris combien de temps ? Avec l'ISAE, c'est 4-5 réunions de travail sur un projet qui dure un an. L'ISAE a eu probablement une vingtaine, une trentaine de réunions de travail pour d'autres points, donc, voire plus. Donc, dédié à l'accessibilité, c'est pas grand-chose. Et effectivement, le projet est encore en cours, il est pas fini. C'est presque un an et demi de projet. C'était un an et demi de projet qui sont prévus, qu'on prenne en compte l'accessibilité ou non. Disons que c'est toujours un an et demi qui va être prévu. Et effectivement, dédié à l'accessibilité, c'est 3-4 réunions qui peuvent être téléphoniques et quelques échanges d'emails en plus pour valider certains points. Par contre, l'intérêt, c'est qu'ils l'ont fait depuis le début. S'ils l'avaient fait une fois que le nouveau site sort, c'était 3 mois de boulot, quoi. Voilà. Bon, on va pouvoir aller manger. Je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous avez encore des questions, moi je pense que Gérard aussi, on est encore disponible là pour y répondre.